Hello, 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 bonjour, bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Comme vous le voyez peut-être, j'espère en tout cas que j'ai une meilleure mine que la semaine dernière, parce que c'était pas fameux la semaine dernière. J'ai même pas voulu revoir la vidéo. Je sais que j'étais dans un état un peu hors de l'Ohio. Je sais pas d'où je l'ai sorti cette expression. Ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu moi-même. En tout cas, voilà, c'était pas top. Mais ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Les antibiotiques ont fait leur effet et j'ai à nouveau la forme et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec des questions et avec d'autres trucs aussi. J'ai plein de choses à partager avec vous aujourd'hui, je suis trop contente. Alors, on commence avec la première question d'abord, une question frustration. Comment ne pas être hyper frustré quand la vie que tu non, pardon. Quand la vie fait que tu dois tout le temps annuler des choses sympas et les reprogrammer à plus tard. En ce moment, ma fille est tout le temps malade, puis moi et mon compagnon, on passe notre temps en mode survie et à faire passer à la trappe les sorties, les festivités, les week-ends, les séances de sport, etc. Comment vivre cet état contre lequel on ne peut pas faire grand-chose sereinement? Alors, comment ne pas être frustré? Et ouais, ce que ça me fait penser, et c'est pas ce que tu veux entendre, je sais, mais pourquoi tu serais pas frustré en fait dans cette situation? C'est complètement sain d'être frustré dans une situation où t'as la maladie qui te submerge de tous les côtés et où tu dois annuler toutes les choses sympas dans ta vie parce que juste t'étais pas en forme et je sais bien, c'était mon cas la semaine dernière et j'étais au fond du gouffre et j'étais frustrée, et j'étais en colère, et j'étais triste et j'avais toutes les émotions comme ça aussi. Euh, alors je me dis, bien sûr, on peut pratiquer le lâcher prise. J'en ai déjà parlé plein de fois dans ce podcast et ailleurs. On peut se dire que on a le choix de traverser cette période en étant grognonne, en se demandant pourquoi l'univers nous en veut, etc. Ou bien on peut essayer de faire contre mauvaise fortune bon cœur et voir le positif de la situation autant que possible, même si quand on est malade et que tout le monde autour de nous est malade, c'est difficile de voir du positif. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie aujourd'hui de conseiller le lâcher prise parce que encore une fois, j'en ai beaucoup parlé et c'est important de cultiver ça. Mais je pense qu'il faut aussi faire attention à la positivité toxique, qui est une chose qui est très très présente, notamment dans le domaine du bien-être, et du développement personnel et du yoga et enfin voilà, de toute cette ce domaine-là. Il y a beaucoup aussi de positivité toxique et de vouloir, cette idée de vouloir se débarrasser de toutes les émotions négatives. De dire, non, on voit le positif partout, on est zen, on est cool, on est paisible, on est serein et on n'a jamais d'émotions négatives. Et la bonne santé mentale, c'est pas ça, en fait. C'est pas être joyeux tout le temps. C'est pas être zen tout le temps. C'est pas ça, la bonne santé mentale. La bonne santé mentale, c'est d'accueillir toutes les émotions de la même manière, autant que possible, avec souplesse, en fait, de ne pas rester bloqué dans un état ou un autre, et de pouvoir faire l'expérience de tout l'éventail des émotions sans jamais rester bloqué dans une émotion particulière. Et ça va aussi bien pour les émotions positives que pour les émotions négatives, que pour les émotions plus neutres. Parce que si vous imaginez quelqu'un qui est joyeux tout le temps, ou qui est heureux tout le temps, ou qui est positif tout le temps, qui est juste bloqué, quoi qu'il lui arrive dans cette émotion positive. Vous vous direz, il y a un truc qui cloche là, c'est quand même pas normal, et vous auriez raison de vous dire ça, parce que c'est pas normal d'être bloqué dans n'importe quel état. Donc on veut aussi faire l'expérience des émotions négatives, les accueillir, se dire ok, je me sens comme ça, je me sens triste aujourd'hui, je me sens frustrée, c'est normal, c'est complètement en lien avec ce qui m'arrive, avec la situation. Ça aussi, c'est important
termes de la santé mentale, c'est-à-dire et émotionnelle, c'est d'avoir des émotions qui sont en lien quand même avec ce qui nous arrive, parce que, par exemple, dans le cas de la dépression, on peut passer une semaine formidable et être entouré de gens qui nous aiment et faire des choses enrichissantes. Et puis on est triste, et puis on est profondément triste, mélancolique. Et ça, c'est aussi un décalage, et ça montre quelque chose qui est un décalage et un souci de santé mentale. Et ce serait la même chose dans l'autre sens. Imaginez, il vous arrive des horreurs et vous êtes joyeux. C'est aussi un peu un décalage. Donc on veut, voilà, pouvoir accepter, euh, pouvoir accueillir toutes les émotions et se dire, bah oui, en ce moment, je suis frustrée, c'est normal, la situation est compliquée, mais c'est transitoire, c'est temporaire, je le sais. Et voilà, la maladie va se dissiper, on va guérir et la vie va continuer, va reprendre son cours. Et même, j'ai envie de dire que c'est aussi important pour la bonne santé mentale d'accepter qu'on puisse avoir des émotions contradictoires en même temps. Donc on peut être joyeux, on peut se sentir connecté aux autres autour de nous, on peut ressentir de la gratitude, et en même temps on peut ressentir de la tristesse, de la nostalgie, du regret, de l'anxiété, de la peur. On peut avoir ces émotions-là qui vont, qui viennent, et c'est quelque chose qui doit être très, très souple, très, très muable. Je ne sais pas si ça se dit le contraire d'immuable. Quelque chose voilà, qui passe, qui vient. Les émotions et les pensées, c'est comme des nuages un peu dans le ciel, ou comme des images sur un écran de cinéma. Ça bouge un peu tout le temps, ça évolue. Il y en a des positifs, il y en a des moins positifs, il y en a des complètement neutres. Et c'est cette souplesse qui nous permet d'avoir une bonne santé émotionnelle. Et donc, dans ton cas, on peut ressentir de la frustration d'être tout le temps malade, on peut ressentir de la colère quant à l'état du monde, mais on peut également tu pourrais ressentir de la fierté par rapport à ton rôle de maman et de partenaire qui subvient aux besoins de ton compagnon et de ton bébé malade. Tu peux ressentir de la gratitude pour le système de santé qui te permet pas de ne pas avoir peur de crouler sous les dettes parce que vous êtes tous malades. Tu peux avoir de la gratitude aussi pour la flexibilité de ton emploi du temps qui te permet de rester à leur chevet, de pas devoir aller travailler, quoi, qui permet de t'occuper de ta petite famille. Tu peux ressentir je sais pas, de la joie parce que il y a des moments un peu comme quand même joyeux, même si vous êtes tous malades, vous pouvez regarder quelque chose de sympa ou vous pouvez simplement partager un moment un peu complice. Donc il peut y avoir tout ça, il peut y avoir cette frustration, cette colère, cette tristesse, et puis de la joie, de l'amour, de la connexion, etc. Donc on accueille la frustration, on embrasse son seum comme d'habitude, et puis on prend aussi cette distance en fait, et on accueille tout le reste des émotions, tout l'éventail, tout l'arc-en-ciel. Et excusez-moi, j'ai voilà, mon WhatsApp qui sonne. Et c'était, à mon avis, une erreur de mon ami Max. Ok, voilà, ça tombe bien, c'était la fin de la question, de ma réponse à la question. Donc voilà, on pratique Santosha, la satisfaction, le fait d'être ok avec la situation telle qu'elle est autant que possible et de savoir que tout est transitoire. Je passe à la question suivante. Comment se convaincre de cuisiner des bons petits plats quand on vit seul, ou plus généralement de faire des activités épanouissantes si on n'a pas l'occasion de les partager? Alors c'est une très bonne question, parce que ouais, c'est difficile de prendre le temps de bien cuisiner, notamment quand on vit seul et qu'on a cet accès si vaste maintenant à des repas tout faits. Donc pour moi, il y a plusieurs axes à explorer si on a envie de cuisiner un peu plus. Déjà, c'est important avant de se dire, ok, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est important d'identifier ce qui nous bloque. Et d'ailleurs, je vais parler de ça dans le cadre de la cuisine, mais c'est le cas pour tout, en fait, pour toutes les bonnes habitudes qu'on essaye d'établir.
Donc identifier ce qui nous bloque, ce qui fait qu'on les fait pas, en fait, ces habitudes-là. Dans le cas de la cuisine, est-ce que ça vient du temps que ça prend? Parce que ça prend du temps, l'air de rien, de cuisiner des bons petits plats à la maison, de couper les légumes, tout ça, et faire cuire et faire mijoter pendant des heures et tout. Donc peut-être que c'est un problème de temps. Ou peut-être que c'est que tu ne sais pas quoi faire. Tu voudrais bien cuisiner, mais tu connais pas de recette particulière qui t'intéresse, ou tu sais pas ce qui serait sain, tu sais pas, ou tu sais pas cuisiner tout simplement. T'as un petit manque de skill à ce niveau-là, c'est possible aussi. Je pense pas. Je te connais ça un peu. Et voilà, donc est-ce que c'est un problème de temps? Est-ce que c'est un problème d'idée? Est-ce que c'est un problème d'autre chose? Donc c'est important d'identifier ça avant toute chose. Et puis ensuite, je dirais qu'il vaut mieux commencer, et c'est pareil, ça vaut pour toutes les habitudes, et c'est quelque chose que je vous répète beaucoup. C'est important, je pense, de commencer petit, de pas se donner l'objectif de cuisiner 5 fois par semaine, si en ce moment on est à 0, parce que c'est le meilleur moyen pour se faire un burn-out de cette habitude, de cette routine, à la moitié de la première semaine. Donc on veut des objectifs réalistes, des objectifs qui vont nous donner des petits succès en fait, et qui vont nous permettre ensuite de bâtir là-dessus, de construire sur ces succès pour se prouver un peu progressivement qu'on est capable de le faire. On est capable de faire un petit peu, donc une fois qu'on est confiant avec ça, on en fait un petit peu plus, on en fait un petit peu plus, et puis c'est comme ça que avec le compounding, j'ai oublié comment on dit en français, mais que ça s'accumule au bout d'un moment. Et puis on peut, par exemple, profiter du dimanche on a potentiellement un petit peu plus de temps et d'énergie créative pour se cuisiner un petit plat. Donc, notamment si le problème c'est un problème de temps. Moi, ce que j'aime bien, c'est de prendre mon dimanche après-midi, soir pour ou pour passer 1 heure ou 2 dans la cuisine, et puis me faire des grandes quantités de curry, par exemple, pour ensuite avoir un bon petit plat préparé le reste de la semaine. On peut aussi approcher le fait de cuisiner comme un art, comme une expérience un peu. On teste des nouvelles recettes qui nous font envie, on rend l'expérience un peu fun. Moi, j'aime bien, je suis plusieurs créateurs, notamment Rainbow Plant Life. C'est une créatrice que j'aime beaucoup qui est d'origine indienne et qui est végane, et qui propose plein de super bons plats qui sont assez relativement élaborés à faire. Il y en a des plus simples que d'autres, mais voilà, c'est des choses que quand je vois qu'elle a posté une nouvelle recette, je regarde un petit peu les ingrédients, je vais faire mes courses, et je suis contente déjà, je me visualise déjà un peu en train de les préparer, et quand arrive le dimanche, j'ai hâte en fait de me mettre à cuisiner et de me faire ce petit plat et de me dire ah c'est cool, le reste, enfin j'en aurai encore pour lundi, mardi, mercredi, peut-être potentiellement. Donc ça me donne un petit peu de motivation à ce niveau-là aussi pour cuisiner. Donc c'est chouette. Et pour rendre les choses fun, pendant que tu cuisines, tu peux aussi écouter un podcast que tu aimes bien, tu peux écouter un audiobook, tu peux écouter de la bonne musique qui te fait du bien à ton cœur. Et personnellement, j'aime bien aussi en profiter pour boire un verre. En fait, je bois très très peu d'alcool, et même quand je bois un verre, en fait, un de mes plaisirs à un moment, c'était quand j'avais invité ma mère et ma petite sœur à Noël, et je leur cuisinais un super petit plat tous les soirs, et avec un petit verre de vin rouge en fait. Et voilà, je buvais mon petit verre de vin rouge, j'avais ma musique, j'avais ma cuisine, mes petites recettes. Et bon là, en l'occurrence, c'était pour les partager avec ma mère et ma petite sœur, mais c'était aussi un moment plaisir. En plus, elle restait chez moi pendant une semaine, et c'était le moment où j'étais un peu seule dans mon truc et je faisais quelque chose pour elle, donc c'était d'autant plus cool. Mais c'est aussi quelque chose qu'on peut faire pour soi-même, parce qu'on mérite aussi de se faire du bien, et de se cuisiner des bonnes choses et de se faire plaisir. Donc ça peut être aussi un rituel un peu self-care et même méditatif, d'être tout seul dans son truc, à couper ses légumes, à cuisiner, à faire mijoter comme je disais. Donc c'est cool aussi, c'est aussi un acte de self-care.
Et on peut aussi, comme je disais, cuisiner en grande quantité et mettre au frigo, au congélo, pour se faciliter la vie le reste de la semaine. Donc c'est aussi un petit cadeau qu'on se fait à soi-même pour la semaine à venir. Et si c'est le côté connexion qui nous manque beaucoup, on peut partager l'expérience d'une autre manière en prenant des photos de ce qu'on a fait, en les envoyant des posts, en disant regarde ce que j'ai fait, machin truc, ou les mettant sur ses stories Instagram, en les mettant sur les réseaux, ou même se faire un blog en fait qu'on partage avec le monde entier, où on met voilà j'ai fait cette recette aujourd'hui, c'était chouette. Moi j'ai envie que les blogs ça revienne. Ça me manque les blogs. C'était cool la période des blogs. Maintenant, c'est juste des réseaux sociaux, c'est nul. Et puis ouais, pour finir, pensez à comment on se sent en fait aussi quand on a cuisiné, quand on a créé quelque chose de top avec nos petites mains. Je trouve que c'est quelque chose qui est super bon pour la santé mentale aussi, cet acte de créer quelque chose de tangible en fait. Et on est tellement maintenant dans un univers qui est très très numérique, très très intangible, très voilà, tout est virtuel. Et je sonne comme une boumeuse, mais il y a quelque chose de vraiment satisfaisant à créer quelque chose, à avoir ce processus créatif et qu'il en ressort quelque chose de tangible, même si on l'avale très rapidement, en l'occurrence pour la cuisine, pas pour le reste, je sais pas. C'est quand même super super bon pour soi et pour la santé mentale et c'est bon quoi. C'est un acte de self-care. Et puis on se rappelle que justement ces actes de self-care, on n'a pas besoin de les mériter. On n'a pas besoin de faire quelque chose de, enfin, c'est pas une question de je cuisinerais bien, mais je le mérite pas, ou oui, ce serait quelque chose de bien pour moi, mais voilà, on n'a pas besoin de le mériter, tout simplement. On mérite déjà par défaut, parce qu'on existe, parce qu'on est humain, parce qu'on on est sur la planète, on est là. On n'a pas besoin d'être plus ci ou moins ça pour mériter de passer un moment à prendre soin de soi, que ce soit par la cuisine, par l'exercice, par le yoga, par la méditation, par le journaling, par le self-care en général. On n'a pas besoin de mériter, on doit juste le faire. Et ce genre de pratique, c'est pas un luxe, c'est pas quelque chose qu'on s'accorde une récompense ou quoi. Ça fait partie du processus, en fait. Ça fait partie c'est indispensable. C'est indispensable parce que si on ouais, comme je dis toujours, si on remplit pas son arrosoir, on peut arroser aucune fleur. Donc, même si vous ne le faites pas au début pour vous, parce que c'est difficile de faire quelque chose pour soi, faites-le pour les gens autour de vous qui en bénéficient ensuite, en fait, qui bénéficient du meilleur de vous. Parce que si vous êtes au bout du rouleau, que vous mangez des trucs tout préparés, ou que vous mangez de la merde, ou que vous prenez pas soin de vous physiquement ou moralement, émotionnellement, à quelque niveau que ce soit, vous allez pas être une personne plaisante. Ce sera pas plaisant d'être auprès de vous. Et c'est déjà, idéalement, je voudrais que vous le ressentiez pour vous, en fait, que vous ayez cette conviction interne que je mérite intrinsèquement de me sentir super bien dans ma peau. Mais je sais que pour beaucoup de gens, c'est encore difficile parce qu'il y a cette culpabilité, il y a ce sentiment d'être trop indulgent envers soi-même. Donc faites-le pour vos enfants, faites-le pour votre compagnon, votre compagne, faites-le pour votre famille, faites-le pour vos amis, faites-le pour le monde autour de vous, pour avoir un monde un peu plus plaisant en général autour de nous, parce que c'est important, c'est super important et c'est de plus en plus important. Donc on prend soin de soi, qu'on considère qu'on le mérite ou pas, on le fait parce que c'est juste comme ça. Et on prend soin de soi comme on prendrait soin de ses animaux ou de ses plantes, en fait, inconditionnellement, parce qu'elles sont là, parce qu'ils sont là, parce qu'ils existent et qu'ils ont besoin de ça. Voilà. Et d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner avec un petit cadeau que j'ai pour vous, qui est justement pour vous aider à avoir plus de routines chouettes dans votre quotidien, à prendre mieux soin de vous, à ce que vous créiez
créer? Est-ce que pour vous aider à créer une routine que vous adorez? Et c'est un planificateur, en fait, un planificateur, un self-care planner, je sais pas comment on appelle ça en français de nos jours, mais c'est un planificateur, un genre d'organizer, bref, qui vous permet de vous suivre vos habitudes au quotidien. Et ça peut être, par exemple, une routine matinale. Vous savez que j'aime beaucoup ça se prendre un petit temps le matin, quel qu'il soit pour soi. Ça peut être une routine du soir, après le travail, ça peut être une envie d'avoir des moments de détox numérique dans la journée, ça peut être votre nutrition aussi, justement. Aujourd'hui, je me suis cuisiné un petit plat, par exemple. Ça peut être de penser à prendre des pauses dans la journée, faire plein de petites routines comme ça. Je vous ai mis plein d'exemples dedans, mais vous en faites ce que vous voulez. Vous choisissez celle qui vous inspire, vous en ajoutez des autres. Voilà, il est complètement personnalisable. C'est une Google Sheet, je vous préviens. J'ai montré à un expert d'Excel et il m'a dit waouh, c'est la plus belle sheet que j'ai jamais vue de ma vie et ça m'a vraiment touchée parce que c'est pas facile. Si vous avez déjà fait des Google Sheets ou des feuilles Excel, c'est pas facile d'en faire des jolies et j'ai vraiment mis tout mon cœur pour le faire. Et c'est clairement fait pour les gens qui aiment bien cocher des cases, voir les barres de progression et qui ressentent de la motivation quand ils voient voilà la petite barre de progression avancer, quand ils ont coché leur petite habitude de la journée et tout ça. Donc c'est potentiellement pas pour tout le monde, mais si c'est votre cas, je vous encourage à aller dans les notes de l'épisode et à la télécharger. C'est gratuit. Je l'ai faite, voilà, j'avais trop envie de la faire. En fait, j'avais trop envie de faire une ressource comme ça que je pourrais diffuser un peu à tout le monde. Et un petit planeur, ça m'a beaucoup amusé de le faire et je pense que ça se ressent, que j'y ai pris du plaisir. Je vous ai mis aussi des petites ressources bonus dedans avec des petites vidéos, des méditations, des prompts sur le journaling, il chaque qui arrive. Et ouais, des petites vidéos, une routine du matin, je pense. Je sais plus ce que j'ai mis dedans, mais des petites vidéos bonus. Et aussi un espace de réflexion hebdomadaire pour faire un peu le point à la fin de la semaine, voir comment ça s'est passé avec toutes ces petites routines qu'on s'est données. Et s'assurer que voilà, que ce soit pérenne, que ça tienne dans le temps et que ce soit progressif et réaliste, comme je vous ai dit. Donc, si ça vous parle, allez voir dans les notes de l'émission. Téléchargez-la et profitez-en bien. Et dernière petite chose dont je voulais vous parler aussi, c'est que je voulais vous inviter à me rejoindre à mes cours du jeudi à 18h. En fait, je fais des cours en ligne sur Zoom et tout le monde est le bienvenu. C'est un cours en anglais. Donc, faut le savoir quand même. Mais si j'ai assez d'intérêt de personnes francophones, je suis en train de réfléchir à rajouter une date, un rendez-vous peut-être hebdomadaire en français également. Et c'est un cours qui est pas pour les débutants parce que je suis avec mon petit groupe depuis le Covid, même depuis avant le Covid. Donc ça fait quelques années qu'on fait du yoga ensemble, donc voilà, c'est pas un cours complètement débutant, mais je donne plein d'options pour rendre les choses le plus accessibles possible, pour que tout le monde trouve un peu le niveau de challenge qui lui convient. Et on a un thème un petit peu différent toutes les semaines en fonction de mon humeur, en fonction de ce que j'observe de l'énergie en général avec mes clients en particulier. Mais voilà, mais ce cours-là, c'est un cours collectif en ligne. On peut avoir sa caméra, on peut ne pas avoir sa caméra. Moi, j'aime bien vous voir, mais je comprends aussi que c'est toujours voilà, qu'on peut avoir un peu de résistance par rapport à ça. Donc, il n'y a aucun souci si vous préférez la caméra éteinte. Donc, c'est le jeudi à 18h. Mais si c'est pas un horaire qui vous correspond particulièrement, vous pouvez, je vous envoie l'enregistrement ensuite. Donc, vous pouvez le faire quand vous voulez le reste de la semaine. Je vous mets le lien aussi dans les notes de l'épisode. J'espère que vous m'y rejoindrez. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci. Ciao. Ah, je suis plus sur la